Traditionnellement, à THS, avant de commencer, d'entrer dans le vif du sujet des travaux scientifiques, nous avons coutume d'organiser un débat dit de société. Et en l'occurrence, aujourd'hui, nous avons choisi donc d'organiser un débat en posant la question: la légalisation du cannabis est-elle évitable ? Alors, pour répondre à cette question, nous avons eu la chance d'avoir parmi nous, d'une part, Michel Henry, qui est un journaliste de Libération, qui est auteur d'un livre qui répond un peu à la question, puisqu'il dit « Pourquoi la légalisation du cannabis est inévitable ?» Et nous avons aussi le plaisir et la chance d'avoir parmi nous Patrick Farreau, qui est philosophe et qui travaille beaucoup sur la question donc des addictions de drogue, des statuts des drogues et des relations des humains aux drogues. Et donc ils vont pouvoir débattre de cette question. Ce débat sera animé par le docteur Bertrand Lebeau, qui est un vieil ami, un compagnon de route de Médecins du Monde, qui est un ancien président de l'Association française de réduction des risques et qui a pas mal travaillé sur ce sujet, comme mon amie Béatrice Tamboul, qui est aussi présente ici et qui, je pense, interviendra aussi dans ce débat. Donc, je les remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation et donc je les invite à rejoindre la tribune alors que nous allons la libérer pour que ce débat puisse donc s'engager. Je remercie les organisateurs de m'avoir invité. Je vais essayer d'introduire rapidement le sujet. Il s'est passé plusieurs événements récents qui sont des événements importants. Le premier, ça pourrait être la déclaration de Vienne qu'évoquait tout à l'heure Jean-Pierre Delouet. Il y en a eu un second, c'est que vous savez qu'il y a une commission qui s'appelle Global Commission on Drug Policy qui s'est auto-saisie de la question de la politique des Nations Unies en matière de drogue. C'était un aréopage de 19 personnalités de très haut niveau. Je ne vais pas tous les citer, mais il y avait de nombreuses ex-présidents de la République. Alors on peut évidemment regretter que ce soit toujours des ex qui aient de bonnes idées en matière de drogue. C'est vrai que quand on a quitté le pouvoir, il est plus facile de savoir ce qu'il fallait faire, mais c'est comme ça. En tout cas, 19 personnalités de très haut rang et qui ont abouti, je vais aller vite, à 3 conclusions. La première, c'était la nécessité impérieuse de développer la réduction des risques à l'échelle de la planète. La seconde, c'était de dépénaliser l'usage simple de drogue. Et la troisième, c'était de légaliser le cannabis. Si on en vient à des considérations plus hexagonales, il s'est passé en France un événement qui est important, même si probablement il n'aura pas de conséquences à court terme. C'est qu'un certain nombre de responsables politiques se sont emparés de ce dossier, l'ont travaillé, et donc ont appris à connaître les arguments et les contre-arguments. Ces arguments et ces contre-arguments sont aussi vieux que la prohibition, et je ne vais pas vous les réciter maintenant, je n'en ai pas le temps, ça n'est pas le moment. Peut-être qu'on pourra y revenir dans le débat. En tout cas, il y a eu le rapport Vaillant, qui donc prône la légalisation du cannabis, pour aller vite sur le modèle que proposait il y a déjà bien longtemps l'avocat Francis Caballero, qui avait créé le mouvement de légalisation contrôlée, ce qu'on appelle la théorie du commerce passif. Pour aller vite, il s'agit d'un monopole d'État, il s'agit d'une vente discrète, pas de publicité, pas de nom de marque, et une interdiction de vente aux mineurs. Et puis il y a un autre responsable politique, un ancien communiste qui est passé au Vert, à Europe Écologie Les Verts, qui s'appelle Stéphane Gatignon, et qui, avec un flic qui s'appelle Serge Supersac, qui vient de prendre sa retraite, a écrit un livre qui s'appelle, je crois, Dehors les dealers. Et puis, on voit bien qu'actuellement, il y a toute une série de livres passionnants qui sont publiés. Je pense à celui de Patrick Farreau, Philosophie pratique de la drogue, à celui de Michel Henry, Pourquoi la légalisation est-elle inévitable ? D'ailleurs, dans ce titre, vous remarquerez que ce n'est pas la légalisation du cannabis, mais la légalisation en général.
et que donc cette question est effectivement une question générale. Je vais essayer de me limiter à la question du cannabis très rapidement. Pourquoi est-ce que, de manière évidente, la question de la légalisation du cannabis, et je fais évidemment la distinction entre dépénaliser l'usage et légaliser la substance, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, la légalisation du cannabis est sur l'agenda? C'est à mon avis pour une raison absolument fondamentale, c'est que ce qui justifie d'abord la prohibition, qui est une construction historique qui a maintenant 100 ans, un petit peu plus, les premières conférences ont eu lieu au début du XXe siècle, le premier argument qui justifie la prohibition, c'est le fait que l'immense majorité de la population est protégée d'une substance dangereuse. Et quel que soit ce que les économistes appellent les externalités négatives de la prohibition, la violence, la corruption, les problèmes de santé publique, un prohibitionniste pourrait continuer à soutenir, par exemple concernant l'héroïne ou le LSD, pour la cocaïne, ça commencerait à devenir difficile, que l'immense majorité de la population, quels que soient les coûts, est bien protégée de la rencontre avec la substance. Manifestement, cet argument ne peut pas être soutenu avec le cannabis. Aujourd'hui, les consommations de cannabis ont explosé, en particulier en Europe, ce qui veut dire que la dialectique de l'offre et de la demande bat son plein, comme d'ailleurs avec la cocaïne. Et en tout cas, les consommations ont atteint un tel niveau que ce premier argument central de la prohibition, d'une certaine manière, s'effondre. On voit bien pourtant que cette question-là n'est pas encore traitée sérieusement par les responsables politiques, ou pas vraiment. Elle a fait une apparition fugace à l'occasion des primaires socialistes. Je pense que c'est d'ailleurs en bonne partie à cause du travail de Daniel Vaillant et de Stéphane Gatignon. Alors on a vu des positions parfois assez paradoxales se manifester, comme par exemple la très grande hostilité d'Arnaud Montebourg, pourtant à gauche du PS, concernant la dépénalisation de l'usage. Je ne parle même pas de la légalisation. Enfin, en tout cas, c'est une question qui a fait son apparition dans le débat public de la présidentielle, et rien que cette nouvelle-là est une bonne nouvelle, comme est une bonne nouvelle le fait qu'un certain nombre de responsables politiques se soient emparés de cette question. Je ne vais pas être plus long, j'ai juste voulu introduire la discussion, et je vais maintenant passer la parole à Michel Henry, qui a donc écrit un livre tout à fait passionnant qui s'appelle « Pourquoi la légalisation est inévitable ». Oui, bonjour, merci de m'avoir invité. Donc moi, je suis journaliste au journal Libération à Paris. Je ne suis pas un spécialiste des drogues, mais il s'est trouvé que je me suis penché sur le sujet pour écrire un livre. Et au fur et à mesure que j'avançais dans l'enquête, je me rendais compte qu'en fait, la prohibition ne fonctionne pas, qu'elle crée plus de problèmes qu'elle en résout, qu'elle crée des problèmes d'ordre public. Il y a des cités en France où il y a du trafic à ciel ouvert qui pourrit la vie des habitants et contre lequel on ne peut rien faire. Elle crée des problèmes de santé publique, elle crée des problèmes sur les libertés publiques et elle crée des problèmes sur les finances publiques. Et finalement, on se rend compte que le premier but de la prohibition, qui est quand même d'empêcher les produits de circuler et d'empêcher les gens de consommer, n'est jamais atteint, puisqu'on estime que, grosso modo, les polices dans le monde ne saisissent qu'entre 5 et 30% des produits, ce qui veut dire que l'immense majorité des produits circulent quand même, et les gens consomment quand même, puisqu'on estime qu'il y a 200 millions de consommateurs dans le monde, dont 160 millions de consommateurs de cannabis. Rien qu'en France, 4 millions de consommateurs de cannabis, dont environ 1,2 million de consommateurs réguliers. Donc, simplement interdire un produit ne veut pas dire que les gens ne vont pas le consommer. D'ailleurs, de nombreuses études démontrent que le fait que ce soit interdit ou pas n'a pas grand effet sur la consommation, puisque aux Pays-Bas, où c'est quand même toléré depuis 35 ans, on sait qu'il y a à peu près 2 fois moins de fumeurs de cannabis en proportion qu'en France, où c'est interdit. Donc, le dossier de la prohibition est assez mauvais et ça dure depuis 40 ans. Les États-Unis ont dépensé 1 000 milliards de dollars depuis les années 70 pour faire la guerre à la drogue, avec un résultat qui est qu'il y a toujours autant de drogue disponible et autant de gens qui en consomment. Donc peut-être qu'il serait temps de réfléchir à d'autres systèmes de gestion des drogues. Je pense que, en tout cas, ce que moi j'ai découvert en étudiant cette question, il n'y a sans doute aucun système miracle de gestion des drogues, puisque s'il existait ce système, on l'appliquerait. Il n'y a que des mauvais systèmes, et
des systèmes qui sont plus ou moins mauvais. Je pense que la prohibition ça a fait la preuve depuis 40 ans que c'est un très mauvais système et que peut-être on peut aller vers une amélioration si on expérimente en tout cas un marché régulé du cannabis comme il est appliqué plus ou moins bien aux Pays-Bas, et si on applique une distribution légalisée d'héroïne comme ce qui se fait par exemple en Suisse. On parlait tout à l'heure du problème des opinions publiques. C'est vrai qu'en France, en tout cas, l'opinion publique a l'air en tout cas majoritairement opposée à toute forme de légalisation. Mais il faut quand même rappeler qu'en Suisse, la distribution médicalisée d'héroïne, qui consiste donc à donner de l'héroïne à un certain nombre de toxicomanes qui n'arrivent pas à sortir de leur toxicomanie, elle a été approuvée à 68% par un référendum. Donc je pense que les opinions publiques, quand on leur donne les faits et quand on leur explique exactement l'objectif des politiques, elles sont capables d'adhérer à ces politiques si ces politiques sont positives. 68% des Suisses ont approuvé la distribution légalisée d'héroïne. Je ne pense pas que les Suisses soient particulièrement aventuriers. Et s'ils l'ont fait, c'est qu'ils ont estimé que c'était une politique positive, et ça l'est effectivement dans les faits. En revanche, quand en France, on voit qu'on ne peut même pas ouvrir des salles de consommation, qu'à partir du moment où on dit tiens, on va peut-être faire une expérimentation autour des salles de consommation, on voit que tout de suite les services du Premier ministre disent ah ben non, ce n'est ni utile ni souhaitable, ce qui est quand même la négation de la réalité, puisque tous les gens qui travaillent autour des salles de consommation savent que ce sont des outils utiles et nécessaires et efficaces. Je pense qu'il y a un problème surtout qui est que les hommes politiques notamment n'ont pas les faits et qui travaillent sur des idéologies et qui n'ont pas forcément connaissance de tous les faits qui concernent les drogues. On l'a vu dans la primaire socialiste, notamment on a vu certains candidats se référer encore à la théorie de l'escalade qui est quand même abandonnée depuis au moins 20 ans, c'est-à-dire qu'il y a encore un candidat qui a pu dire que si on fumait des joints on finissait par s'injecter de l'héroïne, ce que tout le monde sait que c'est faux. On a vu un autre candidat qui nous a dit pourquoi on devrait légaliser le cannabis parce qu'il y a beaucoup de gens qui fument. Dans ce cas-là, il faudrait aussi légaliser la vitesse excessive sur les autoroutes, puisqu'il y a plein de gens qui ne respectent pas les limitations de vitesse. Or, il me semble que quand vous dépassez les limitations de vitesse, vous êtes un danger pour les autres. Si vous fumez du cannabis, vous êtes éventuellement un danger pour vous-même, mais pas pour les autres. Donc il y a une espèce de mélange et une méconnaissance, je pense, de beaucoup d'élus de la situation. Et je pense que si on en revenait aux faits, il y aurait certainement un changement de mentalité et la peur que créent les drogues serait peut-être moindre. Et on pourrait enfin parler des faits et ne plus être uniquement sur des peurs souvent irrationnelles. On a parlé tout à l'heure de la commission globale sur les drogues, donc qui au mois de juin a édicté plusieurs mesures, enfin a préconisé plusieurs mesures comme l'augmentation de la réduction des risques, la dépénalisation de l'usage, et qui réclame une expérimentation de la régulation. Il faut voir qu'en France, déjà, en 1995, on parlait de cette régulation, d'un marché régulé du cannabis. Ça fait très longtemps qu'on en parle. En 1995, il y a eu une commission qui s'appelait la commission Henrion et qui disait que ce serait souhaitable qu'on arrive à expérimenter en France un marché régulé du cannabis. Un marché régulé du cannabis, qu'est-ce que c'est ? C'est pas du tout vendre du cannabis dans les supermarchés. Ça veut pas dire vive la drogue. Ça veut dire on estime qu'il ne faut pas laisser le cannabis sur le marché illégal et qu'on crée donc un marché légal qui est réglementé, qui est surveillé, pas de marque, pas de publicité, un peu sur le modèle de ce qui se fait aux Pays-Bas avec pas mal de succès depuis 35 ans. Ce système-là, il pourrait fonctionner, mais on en parle depuis 1995. Il y a des commissions très sérieuses qui ont fait ces propositions-là et qui n'ont jamais été suivies d'effet. Même le PS en 2007 avait mis dans son programme cette expérimentation d'un marché régulé du cannabis. Ségolène Royal ne l'avait pas retenu finalement, mais il était dans le programme du PS à l'origine. Donc je pense que ça fait 20 ou 30 ans qu'on utilise toujours les mêmes arguments et que le débat n'avance jamais. Et je crois qu'il faudrait peut-être, à partir du moment où ce n'est pas les élus qui vont s'en empêcher, c'est forcément la société civile, c'est forcément les médias qui sont capables d'initier ce débat. Les inconvénients de la prohibition, on les connaît. La prohibition, elle a rempli les prisons. La consommation et la circulation des drogues, donc, n'a pas diminué. On dépense des milliards pour la répression. Le crime organisé est le seul bénéficiaire avéré de la prohibition. Il y a des milliers de morts. Au Mexique, 40 000 morts depuis 4 ans et demi dans la guerre entre narcotrafiquants.
Et puis on en reste toujours sur un débat qui est assez tranché. D'un côté, les gens qui sont contre la légalisation, ou contre une forme de légalisation, disent « Oh là là, mais les drogues c'est mal, il faut les interdire ». On en reste à une espèce de position morale où les gens, une fois qu'ils ont dit ça, il faut les interdire, c'est mal, on les interdit, on a fait notre travail. Mais pas du tout, parce que le fait de les interdire, eh ben, ça n'empêche pas les gens de consommer. Dans les collèges, autour des collèges, on peut trouver facilement du cannabis. Dans les lycées, les jeunes peuvent trouver du cannabis. Donc la consommation existe de toute façon. Et simplement dire on interdit, donc on a réglé le problème, c'est juste se tromper, et c'est tromper les gens. J'ai interrogé aussi un policier dans mon livre qui disait « Mais nous, effectivement, on va arrêter des usagers, notamment de cannabis. On en arrête 135 000 par an en France. On a doublé le nombre d'arrestations, mais ça n'a pas grand effet. » Et lui disait « Eh bien voilà, c'est comme vider la mer avec une petite cuillère. Effectivement, c'est sans fin. Même si, quand vous arrêtez 2 dealers, il y en a 3 qui viennent prendre leur place. Les policiers savent très bien que c'est impossible. C'est impossible à partir du moment où vous avez un marché aussi énorme que le marché du cannabis. Vous savez très bien que même si vous faites la guerre aux dealers, vous allez constamment avoir d'autres équipes qui se mettent en place et vous n'arriverez jamais à votre fin. On a pensé au début, quand on a créé la prohibition dans les années 70, que ça réduirait le marché, qu'effectivement, en le rendant illégal, le marché allait se réduire, mais on se rend compte 40 ans plus tard que ce marché est toujours là, il est toujours important. La prohibition a juste rendu ce marché beaucoup plus violent. Alors effectivement aussi, aujourd'hui, par exemple, si on prend les Pays-Bas, on se rend compte qu'il y a eu 35 ans de tolérance, et aujourd'hui, il y a un gouvernement aux Pays-Bas qui est une coalition avec une majorité chrétienne-démocrate, qui, elle, a envie de faire la guerre au cannabis, effectivement, et qui maintenant veut interdire, notamment dans les coffee shops, la vente de cannabis où le THC serait supérieur à 15%, qui veut aussi interdire les coffee shops aux étrangers, parce qu'en fait, le problème, c'est que les maires des grandes villes aux Pays-Bas sont assez satisfaits du système des coffee shops, parce que ça leur permet de sortir le trafic, enfin l'essentiel du trafic de la rue. Et si on leur fermait les coffee shops demain, le trafic retournerait dans la rue, et ça, ils n'en ont pas du tout envie. Mais le problème, c'est que les villes frontalières ont des problèmes avec les touristes, ce qu'on appelle les touristes de la drogue, c'est-à-dire les gens qui viennent d'Allemagne, de Belgique, qui viennent acheter du cannabis aux Pays-Bas, puisque évidemment c'est légal. Et donc le problème, c'est pas les Néerlandais qui consomment du cannabis, le problème c'est qu'il y a un afflux de gens qui sont attirés par les coffee shops, et c'est pourquoi le gouvernement aujourd'hui voudrait interdire les coffee shops aux étrangers. Mais le système des coffee shops aux Pays-Bas n'est pas pour l'instant, disons, menacé, puisque tous les maires des grandes villes sont favorables aux coffee shops parce qu'ils savent que c'est une manière de mieux régler le problème. En autorisant les coffee shops et la vente légale de cannabis il y a 35 ans, les Pays-Bas ont réussi à séparer les marchés des drogues dites dures du marché du cannabis, ce qui fait qu'ils ont eu beaucoup moins de problèmes en matière de drogue par injection. Ils n'ont pas du tout les problèmes qu'on a eu en France dans les années 80, notamment avec les transmissions du virus du sida ou de l'hépatite. Il y a un autre argument contre la légalisation qui est effectivement de se dire est-ce que demain, si on légalise, on ne va pas donner un mauvais message. Évidemment, les gens vont se dire « Ah ben tiens, si on peut vendre du cannabis légalement dans des magasins, c'est que ça ne doit pas être très dangereux. » Donc, effectivement, un des risques, c'est de se dire « Est-ce que la consommation ne va pas augmenter ?» Je pense que la gestion publique des drogues, c'est effectivement le seul objectif, ça doit être de faire baisser la consommation des drogues. Donc, le système de légalisation ne doit pas aboutir à une augmentation de la consommation des drogues. Ça, évidemment, c'est la grande inconnue. Si on offre librement du cannabis aux adultes, est-ce que beaucoup plus vont venir en consommer? On n'en sait rien. On peut comparer, en tout cas, avec les pays voisins qui l'ont fait. Au Portugal, depuis 2001, il y a eu une dépénalisation qui n'a pas entraîné une augmentation de la consommation. Aux Pays-Bas, depuis 35 ans, donc le cannabis est légalement vendu. Il n'y a pas non plus une consommation faramineuse. En Australie aussi, il y a l'État d'Australie occidentale qui a dépénalisé depuis 2004 et on n'a pas constaté une augmentation de la consommation. On a vu donc le rapport Vaillant a été cité tout à l'heure. Je pense que le parcours de Daniel Vaillant est intéressant pour ceux qui ne le connaissent pas. Il était ministre de l'Intérieur d'un gouvernement de gauche. Quand il était ministre de l'Intérieur, il n'a jamais eu la moindre idée par rapport à la légalisation des drogues et je pense qu'il était extrêmement contre.
Et quand il est redevenu simple député, il s'est rendu compte que dans sa circonscription du 18e arrondissement à Paris, il y avait beaucoup de problèmes liés aux drogues. Il a commencé à s'intéresser à la question, il a commencé à regarder les études, à vraiment essayer de chercher les faits, et finalement il a été convaincu qu'une certaine forme de légalisation, ça permettrait de casser le trafic, ça permettrait de remettre des règles là où il n'y en a pas. Parce que ce qui est assez paradoxal, c'est que la prohibition aujourd'hui, c'est une absence de règles en fait. Parce que la prohibition, ça consiste à dire le produit est interdit, alors qu'est-ce qui se passe ? Il va sur le marché illégal, et là tous les coups sont permis, il y a des règlements de compte, des gens qui s'entretuent. Si vous faites une certaine forme de marché régulé, vous rétablissez des règles à un endroit où il n'y en a pas. Et peut-être qu'en matière de sécurité publique, ça sera favorable, ça permettra une baisse de la délinquance. Et paradoxalement, la légalisation peut être un retour à l'ordre, alors que la prohibition est plutôt une forme de laxisme. Je crois aussi qu'on est à peu près sur le marché du cannabis dans la situation où on était avec l'alcool dans les années 1920 aux États-Unis. On a interdit l'alcool et on s'est rendu compte au bout d'une dizaine d'années que ça n'avait qu'un seul bénéficiaire, c'était le crime organisé qui était devenu très fort. Et donc on est revenu en arrière et on a légalisé l'alcool. Je pense que le cannabis, vu la consommation de masse qu'on constate aujourd'hui dans les pays occidentaux, on est exactement dans la même situation. Est-ce qu'aujourd'hui quelqu'un aurait l'idée d'interdire l'alcool ou d'interdire le tabac ? Je ne pense pas. Tout le monde sait que ce sont des drogues, elles sont légales, elles sont très dangereuses pour la santé, mais on estime qu'en les gardant légales, on peut gérer mieux leur consommation. Et c'est vrai que ces dernières années, on a réussi à faire baisser la consommation d'alcool et de tabac. Et pourquoi ne pas mettre le cannabis aussi dans le système légal ? Peut-être qu'on arriverait mieux à gérer, on ferait plus de prévention, on utiliserait l'argent qui est aujourd'hui dépensé inutilement en répression, on pourrait l'utiliser pour faire plus de prévention, et on aurait peut-être de meilleurs résultats. En tout cas, ce serait sans doute quelque chose à essayer. Voilà, sinon, je pense qu'en 1998, l'ONU avait dit dans 10 ans, on aura un monde sans drogue. Je pense que tout le monde sait qu'il n'y aura jamais de monde sans drogue, que la consommation de drogue est inhérente à l'activité humaine, et que ce n'est pas les leçons de morale qui vont empêcher les gens de consommer des drogues, et que donc les politiques doivent s'adapter à cette situation en étant plus pragmatiques, et que peut-être une forme de légalisation, c'est une forme de pragmatisme. Voilà, écoutez... je pense que le débat est ouvert. Je vais juste manifester un très léger désaccord avec ce qu'a dit Michel Henry. En Hollande, le cannabis n'a jamais été légalisé. La Hollande a signé les conventions internationales et ne les a jamais dénoncées. Ce qu'elle a fait, c'est qu'à partir du milieu des années 70, elle a élaboré la théorie dite des deux marchés. Ce qui animait cette théorie, c'était le fait que quelqu'un qui veut se procurer du cannabis ne se voit pas aussi proposer d'autres drogues, de la cocaïne, de l'héroïne, etc. Mais ce qu'on appelle le backdoor problème hollandais, c'est-à-dire le problème de la porte de derrière, reste entier. Les coffee shops sont alimentés par du cannabis qui est issu du marché clandestin. Et c'est ce qui fait que c'était manifestement une avancée, les coffee shops hollandais. C'est une avancée qui est restée relativement... isolée, qui ne s'est pas développée dans le reste de l'Europe, mais qui, en tout état de cause, était une manière de gérer un peu plus intelligemment les conséquences négatives de la prohibition. En aucune manière, ça n'était une légalisation du cannabis. Voilà, je vais arrêter de couper les cheveux en quatre et je vais passer la parole à Patrick Farreau, l'auteur de Philosophie pratique de la drogue, dont je vous recommande la lecture. Oui. Merci. Je dois dire que je suis heureux et je suis honoré d'être invité à cette réunion, sachant que sur les questions d'addictologie, je n'ai pas du tout les compétences qui sont réunies dans cette salle. Voilà, pour intervenir sur la question telle qu'elle est formulée dans ce débat, la légalisation du cannabis est inévitable, hein, c'est ça. Je vais dire 3 ou 4 choses.
a commencé par mon approche de ces problèmes de drogue et d'addiction, qui a commencé il y a une dizaine d'années, alors que je suis sociologue, je fais de la sociologie morale. Je ne suis pas un spécialiste des drogues comme le sont certains sociologues qui consacrent toute leur carrière à ce sujet. Moi, j'y suis venu pour des interrogations qui portaient sur le choix, sur la liberté, sur l'exercice de la liberté. C'est ça qui m'a amené à travailler à interviewer des gens qui avaient des parcours de drogue pour savoir comment ils étaient rentrés, comment ils en étaient sortis, et puis savoir ce qu'ils pensaient des politiques de la drogue, parce que ce qui m'intéressait, en tant que sociologue de la morale, c'était effectivement leur sentiment de choisir, leur sentiments moraux. C'était ces choses-là qui m'intéressaient. Et en ce qui concerne les drogues en général, sur l'héroïne, la cocaïne, moi je partage, surtout sur l'héroïne. J'avais plutôt, je pense qu'il y a un tabou très fort sur ce genre de produit, et donc je suis toujours dans cette position-là. Sur le cannabis, en tant qu'ancien usager, j'avais eu une sympathie pour le produit qui s'était, je dirais, un petit peu défaite avec le temps. Au tournant du siècle, avec ma propre expérience de quelques jeunes gens qui avaient du cannabis dans des itinéraires qui n'étaient pas forcément très fameux. Donc j'avais peut-être moins de sympathie pour le cannabis qu'on en avait eu à une autre époque. Mais je dirais c'est pas important, c'était pas important dans mon enquête, et je pense que c'est pas non plus la chose la plus importante aujourd'hui. Donc voilà, pas trop d'idées préconçues. Et j'ai travaillé, j'ai fait mon enquête à Paris, j'ai fait aussi aux États-Unis, et donc j'ai découvert le domaine. J'ai découvert le domaine de l'addictologie, j'ai découvert le domaine des usages de drogue, j'ai découvert aussi l'environnement politique. Une chose, par exemple, aux États-Unis qui est totalement effarante, c'est le taux d'incarcération qui a été multiplié par 38 en 40 ans, avec 0,8% de la population qui est en permanence derrière les barreaux. Alors, le cannabis n'y est pas directement, n'est pas la cause, la répression du cannabis n'est pas la cause directe, ni même la répression des drogues. Mais on sait que l'adurcissement des lois aux États-Unis s'est fait en liaison avec une répression des drogues. Donc j'ai découvert des situations comme ça. Michel Henry, d'autres ont parlé aussi de la situation de la guerre à la drogue au niveau mondial, des conséquences que ça a eu. Voilà, ça c'est la première chose. Alors, ça c'est la première chose que je voulais dire. Donc la deuxième chose, ça a trait aussi plus profondément à mon enquête. Moi j'ai vu beaucoup de gens qui avaient eu des expériences avec des drogues dures, héroïne et cocaïne surtout, ou l'alcool, qui est aussi une drogue dure quand on devient dépendant à l'alcool, et où il y a, la plupart du temps, il y a aussi du cannabis. Et donc je me suis intéressé, entre autres, je ne vais pas vous raconter toute mon enquête, mais à la question de l'interdit. Une chose qui est il y a plus l'interdit, c'est une chose qui est interdite sous différents plans. Et quand on passe outre, on fait une transgression. La transgression légale, pour ce qui est de l'héroïne, elle existe, mais ça n'a pas empêché les usagers d'héroïne de les utiliser, même si dans un pays comme les États-Unis, la répression est particulièrement dure. En ce qui concerne le cannabis, puisque c'est de lui qu'il s'agit, on sait qu'en Europe, le sentiment de transgression légale est très faible. Lorsque vous fumez du cannabis, vous n'avez pas l'impression de transgresser de façon extrêmement brutale la loi. D'ailleurs, quand vous regardez, il y a une enquête Gallup qui a été faite sur toute l'Europe et sur en particulier, on pose la question à des jeunes de 17 à 24 ans, ce qu'ils pensent de l'accès, de leur possibilité d'accéder aux différentes drogues. En ce qui concerne le cannabis, vous apercevez qu'il y a 67% en Hollande qui pensent que c'est facile ou assez facile d'accès. En France, 62%. Vous voyez, donc la transgression légale, elle peut être très forte dans certaines conditions. Quand, par exemple, effectivement, aux États-Unis, dans certains États, le fait d'avoir quelques grammes de cannabis peut vous faire tomber sous le coup des lois sur la récidive, qui peuvent vous entraîner à des condamnations à vie. Donc, l'interdit peut être très fort, mais
Dans d'autres situations, il est complètement relâché. Transgression morale, bon, vous n'avez pas le sentiment d'une transgression morale quand vous buvez un verre de vin, et manifestement, la plupart des gens qui ont essayé du cannabis dans leur vie ne pensent pas avoir fait une transgression morale. C'est même vrai pour des drogues les plus dures. Alors, transgression intrasubjective, ce que j'appelle transgression intrasubjective, c'est l'impression d'aller au-delà de ses limites. C'est vrai avec des produits qui sont très tabous, comme l'héroïne. Quand vous prenez de l'héroïne, vous allez au-delà de quelque chose, parce que vous savez que vous vous mettez en danger, et il y a des gens qui le font. Mais ça n'est qu'une très petite minorité qui passe ce tabou-là. Lorsque vous prenez du cannabis, vous n'avez pas ce sentiment-là. Vous n'avez pas ce sentiment de vous mettre terriblement en danger. Il y a une transgression intrasubjective parce qu'il y a des gens aussi qui veulent pas le faire. Quand on regarde par exemple l'enquête Escapade de 2008, on s'aperçoit que, bon, d'abord la majorité des jeunes de 17 ans n'ont jamais utilisé de cannabis. Et quand on regarde les raisons pour lesquelles ils l'ont pas fait, bon, 72% disent que ça les intéresse pas, 66% disent que c'est dangereux, 45% disent qu'ils ont peur de devenir dépendants, et seulement 39% parlent de l'interdit. Voilà. Donc ça c'est un peu la situation vis-à-vis de ce produit. C'est un produit qui n'est pas, si on l'utilise, on pense pas qu'on risque très gros sur le plan fonctionnel, sur le plan subjectif. On pense pas qu'on fait une transgression morale. Quant à les transgressions légales, elle est très relâchée dans certains environnements, pas partout, mais en France en particulier, en Europe. Bon, alors voilà. Maintenant, je veux simplement revenir parce que bon, si vous avez visité le site de la MILT au mois de juin, vous verrez un certain nombre d'arguments qui ont été inscrits sur ce site par la direction actuelle de la MILT. Bon, il y a plusieurs arguments, notamment celui de la nocivité, etc. Je reviendrai très brièvement là-dessus. Mais l'un des arguments, en fait, qui revient tout le temps et qui est celui qui nous impressionne le plus, pour ce qui est de la légalisation du cannabis et des autres drogues, qui nous impressionne, mais à mon avis à tort, c'est que, bon, la MILT fait remarquer qu'il y a 10 fois moins de consommateurs de cannabis qu'il y en a d'alcool ou de tabac, et que si on légalisait le cannabis, eh bien, on risquerait tout simplement d'arriver à des taux de consommation équivalents. Alors, bon, c'est un argument qui impressionne, mais à mon avis qui est faux. Alors, pour les gens qui ont fait un petit peu de logique, la fausseté de l'implication saute aux yeux, parce que vous savez que si P implique Q, non P n'implique pas non Q, sauf s'il y a équivalence. Or, l'équivalence, il faudrait la démontrer. Donc, il se pourrait très bien que le cannabis ne soit plus interdit et qu'il n'y ait pas d'explosion de la consommation d'un strict point de vue logique. Maintenant, d'un point de vue factuel, on sait bien que le cannabis n'est pas légalisé, mais autorisé dans certaines circonstances, et qu'on n'a pas eu d'explosion de la consommation ni au Portugal, ni en Hollande, etc. On sait qu'on a dans ces pays des résultats en matière de consommation de drogue qui sont assez équivalents à ceux des autres pays. Alors, un autre argument qu'avance la MILT dans le même ordre d'idée, qui est d'ailleurs pas tout à fait cohérent avec celui-ci, c'est l'idée de l'inconnu, où ça va exploser, ou alors on va rentrer dans l'inconnu. En fait, je pense que dans tout ce qui se passe actuellement, parce que dans les discussions qui actuellement autour de la légalisation du cannabis, mais aussi autour des salles d'injection à moindre risque pour les usagers d'héroïne, justement, on essaye, je crois que c'est ce qui est intéressant dans le moment actuel de la réduction des risques en France, en Europe, etc., c'est qu'on essaye de regarder ce qui se passe, de regarder ce qui se passe et d'aller doucement dans l'inconnu. Bon, en l'occurrence, l'inconnu, compte tenu des exemples qu'on a, n'est pas si grand que ça. Alors, voilà. Une autre chose que je veux dire, bon, parce qu'on m'a présenté comme philosophe, et donc je suis aussi un petit peu philosophe, c'est que sur ces questions de drogue et de nocivité des produits, bon, je pense qu'on passe trop facilement d'un point de vue de considération factuelle à des considérations normatives. L'un des arguments de la MILT sur le site, c'est de dire bon, il y a des études qui montrent que l'usage de cannabis est associé
à des troubles psychiatriques précoces, ce qu'on sait apparemment d'après la littérature depuis un moment. Bon, moi je suis allé voir les articles, notamment l'article qui était cité par la MILF. Bon, ce qu'on discute dans cet article en particulier, c'est de savoir, parce que la discussion, si j'ai bien compris, c'est sur ce point-là, c'était de savoir si les troubles psychiatriques étaient antérieurs à l'usage de cannabis, donc le cannabis serait la conséquence d'une certaine fragilité. L'étude qui est citée par la MILF semble aller plutôt dans le sens que ça ne serait pas le cas, c'est-à-dire que ça serait bien le cannabis qui, pour certains sujets fragiles, entraînerait des troubles psychiatriques précoces. Bon, j'ajoute, parce que moi je suis j'ai plus beaucoup de sympathie pour le cannabis, mais j'ai aucune sympathie pour le tabac. Or, on sait qu'il y a énormément d'addictions au tabac qui sont le résultat direct d'un usage précoce, là pour le coup, c'est pas de problème psychiatrique, mais un usage précoce de pétard. Bon, or on sait, là aussi, alors apparemment c'est pas complètement validé, mais on sait que la fumée de cannabis inhalée pénètre plus profondément dans les poumons, avec le recul, il y a des cancers liés à la fumée du cannabis, etc. C'est pas très bon pour la santé, tout ça. Voilà. Donc ça on le sait. Alors, maintenant, parlons du vin. Parlons du vin. Vous savez que même à un verre par jour, vous accroissez vos risques de cancer. Parlons de l'obésité. Vous savez que le chiffre actuellement, c'est il y a 10% en France. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus important de gens qui sont obèses. Et le tiers de la population est quand même en surpoids. Or, on connaît bon, on sait d'abord que l'obésité est liée. Non, c'est compliqué, l'obésité, mais que c'est lié à certaines propriétés des cellules graisseuses, mais que ça a un caractère addictif aussi, les troubles alimentaires. Bon. Et ça a des conséquences. Ça a des conséquences sur la santé publique qui sont... Bon, voilà. Donc il y a énormément de produits comme ça qui nous posent vraiment des problèmes de santé publique et qui justifient, je dirais, un travail de prévention, que les gens savent s'ils veulent vraiment manger, s'ils veulent être anorexiques, s'ils veulent fumer du cannabis, de l'alcool, qu'ils sachent qu'ils sachent ce qu'ils font. C'est pas anodin, c'est un petit peu moins anodin que l'héroïne. C'est pas pareil. Les usagers que j'ai vus, en parlant de l'héroïne, disent c'est pas anodin, ça nulle part, c'est en vente libre. Mais c'est beaucoup plus anodin que l'héroïne. Mais c'est pas complètement anodin. Rien. Le plaisir lui-même est un peu addictif, et donc il faudrait éduquer les gens à l'usage des plaisirs. Là, j'ai regardé l'enquête Gallup, là, par exemple, où est-ce que les jeunes gens, ces jeunes gens de 17 à 24 ans, apprennent ce qu'il en est des drogues. J'ai plus le chiffre là, sous les yeux, mais si vous la trouverez facilement sur Internet, à 75%, c'est sur Internet. C'est là qu'on s'informe sur ce que sont les drogues. Bon, y compris d'ailleurs sur les produits psychotropes qui imitent parce que c'est une catégorie particulière, qui imitent les drogues illicites, qui ont les mêmes effets, etc. Bon, à l'école, le chiffre tombe à 30%. C'est quelqu'un à l'école. Donc, voilà. Donc je pense qu'il y a vraiment un problème. Je dirais encore deux petites choses, et après j'arrêterai. Je pense que vous avez justement rappelé que ce qui s'est passé au cours du XXe siècle, parce que c'est vrai qu'on est passé d'une situation où au XIXe siècle on pourrait réprimer seulement l'empoisonnement, puis à une situation où on a interdit l'usage public, puis l'usage privé, avec la loi de 70, etc. Ça s'est fait progressivement. Bon, moi, mon analyse, c'est simplement l'ordre moral. Alors c'est vrai, Baudelaire dit que ça ne peut pas plaire aux États, ces produits, ce produit comme le cannabis qui fait que quand on en prend, on est tellement heureux qu'on ne travaille plus. Mais je ne pense pas que c'est fondamentalement l'ordre moral. Je pense que fondamentalement, c'est un problème de protection de la population parce qu'il y avait une pharmacopée qui explosait au XXe siècle et qui a poussé effectivement les médecins, qui avaient en plus un rôle social et moral extrêmement important, à cette situation qu'on connaît aujourd'hui. Et alors voilà, ça sera mon dernier mot, et qui a une situation qui est assez folle. Je veux dire, quand on regarde... Parce qu'un des arguments de la MILF aussi, c'est de dire « Ah, mais vous voulez légaliser le cannabis, mais vous allez être obligé de sortir la France
enfin des conventions internationales qu'elle a signées. Alors on dit que pour la Hollande, ce n'est pas le cas, parce que justement elle n'a pas légalisé, etc. Bon, peu importe. Mais ces conventions, il faudra bien qu'elles sautent à un moment. C'est-à-dire, quand on considère un petit peu la situation globale, on a l'impression, pardonnez-moi d'utiliser ce mot devant des spécialistes, d'une addiction collective. Si on prend les différents critères de l'addiction, la tolérance, oui, toujours plus. Il faut aller toujours plus dans la guerre à la drogue. Il y a eu des moyens toujours plus importants. L'usage compulsif. Bon, si vous voulez, quand on tape fort, à certains moments. Par exemple, les banlieues, tout le monde vous dira qu'une fois qu'on a une descente de police, on est tranquille pour un mois, plus personne n'y vient pendant un mois. Mais de temps en temps, ça part comme ça, comme quand on est devant une table de jeu. Le sevrage, qu'est-ce qu'on ferait si les produits n'étaient pas interdits? La nuisance, alors. On parle de la situation en Amérique du Sud, on parle de la situation carcérale aux États-Unis, la nuance collective. Donc, je ne pense pas que c'est une métaphore. Je ne pense pas que c'est une métaphore de parler d'addiction collective, parce qu'il y a bien des gens qui font cette politique, qui sont habitués, qui vivent là-dedans, qui ont constitué leur vie autour de la prohibition, qui l'ont constituée, qui ont des satisfactions. Par exemple, quand il y a une prise, on a pris 300 kilos de cannabis. Il y a un petit high, un petit shoot. On est content, on a fait ça, on le montre à la télévision, etc. Voilà l'état de la situation. Alors, est-ce que, moi, je ne suis pas du tout un réformateur. Je vous dis simplement ce que je vois avec mon œil extérieur. Enfin, extérieur, il est plus si extérieur que ça. Voilà, je vous remercie. Bon, alors, si je comprends bien, on est malade, on est addict à la prohibition. Je fais un commentaire sur cette idée. Je crois effectivement que la prohibition, avec le temps, est devenue une nature. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte que c'est une construction historique probablement assez fragile. Je voudrais juste vous rappeler ce qui s'est passé pendant la prohibition de l'alcool, parce que d'une certaine manière, ce modèle est utilisable pour à peu près toutes les drogues. La prohibition de l'alcool a duré 15 ans. La loi Sèche a commencé sur l'ensemble des États-Unis en 1919. Ça s'est terminé en 1934. 15 ans de prohibition de l'alcool. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 15 ans? Les complications chroniques de l'alcool ont beaucoup diminué et, selon certains auteurs, se sont même effondrées. Les cirrhoses alcooliques, les polynévrites, toutes les complications liées à l'alcoolisation chronique ont beaucoup diminué. Et ça, c'est le grand succès de la prohibition. Mais il y a eu deux conséquences tout à fait négative. La première, c'est qu'il y a eu beaucoup de morts aiguës avec des alcools frelatés, par exemple du méthanol, qui rendait les gens aveugles ou qui les tuait. Et par ailleurs, le crime organisé s'est évidemment emparé du marché de l'alcool. Et d'une certaine manière, la situation de la prohibition à l'échelle mondiale, c'est la même que celle de l'alcool. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bonne solution. On va échanger des morts aiguës contre des morts chroniques, peut-être. Mais aujourd'hui, le caractère absolument imprédictible des substances, de leur taux de pureté, en particulier pour des drogues qui sont injectées, participe très largement de leur dangerosité. Donc voilà, on est dans cette situation. Je ne vais pas garder la parole plus longtemps et je fais circuler le micro si c'est possible. Docteur Garmi à QC Vichy, vous aviez dit que les drogues, ce n'est pas très bon. Est-ce que, indépendamment du débat politique, sur le débat médical, nous n'avons pas à faire ressortir les effets négatifs des produits, puisqu'on parle d'éducation à la santé, de prévention des risques? Et au niveau médical et jonction politique, est-ce qu'on n'a pas travaillé avec nos confrères médecins du travail, puisqu'ils tant que ce n'est pas légal, ils n'ont pas les outils de dépistage et de conclusion pour l'ordinaire. Pour le chauffeur de train ou d'avion, oui, mais pour le chauffeur de camion, non. Donc, est-ce qu'on a travaillé avec eux? Est-ce qu'on a des conclusions à faire comme ça? Par exemple, le cannabis au volant, est-ce qu'on a un message à faire, indépendamment, mais qui se glisse entre les deux débats, celui de la légalisation? Oui, j'ai peut-être pas été complet parce que la drogue ce n'est pas bon, le cannabis ce n'est pas bon, mais c'est quand même très bon.
C'est d'abord très bon. J'avais une citation là, je vais pas de quelqu'un qui me disait, qui parlait de l'héroïne, mais qui concluait en disant, enfin, mais qui a tout pris. Il disait la drogue est bonne, mais elle est mortelle. Hein, enfin, il parlait de l'héroïne. Bon, le cannabis c'est pas mortel, mais c'est bon. Hein, c'est comme le vin, c'est bon. Même le tabac. J'ai un ami alcoologue qui me dit c'est 18 petits shoots, c'est comme ça qu'il présente les choses. Bon, ça fait pas. Bon, c'est bon. Voilà. Donc, quand on veut prévenir, il faut pas dire c'est pas bon, parce que ça va pas, ça. Les gens savent bien qu'on dit pas tout, on dit qu'une partie de la vérité. Voilà. On dit c'est bon, mais voilà ce que ça fait. Bon, ça ne veut pas dire qu'après parce qu'après il y a une question de morale vis-à-vis de soi-même. C'est pour ça que je parle de transgression intrasubjective. Il y a des gens qui ont l'impression qu'ils se trahiraient s'ils prenaient certains produits, d'autres non. Hein, les gens ne sont pas pareils. Et on ne va pas leur dire mais qu'est-ce que c'est honteux, tu portes atteinte à ta dignité en prenant ce produit-là, etc. On ne va pas leur dire ça ne marchera pas. Bon, les gens sont différents dans leur façon de construire. Voilà. Et donc, il y en a qui vont jouer. Il y a énormément de gens qui prennent du vin, alors que maintenant, les enquêtes de l'INCa sont connues. Hein. On sait que, il faudrait mieux pas en prendre du tout, ou alors prendre qu'un verre. Voilà. Et beaucoup de gens en prennent. Donc, c'est bon. C'est bon, donc qu'est-ce qu'on fait avec ce... Et ça, c'est la vie des gens. Enfin, c'est comment les gens vivent avec ce qui est bon et aussi pas bon. Pareil pour la nourriture, les barres vitaminées, etc. Oui, je voudrais juste ajouter que, effectivement, vous avez raison, on manque sans doute des outils pour dépister les usages, notamment au travail, mais je pense qu'effectivement, quand on est médecin du travail, quand on va devant un médecin du travail, c'est plus facile d'avouer qu'on a une consommation d'alcool que d'avouer qu'on a une consommation de cannabis à partir du moment où la consommation de cannabis est illégale. Donc faire rentrer le cannabis dans la légalité, ça permettrait de faire de la meilleure prévention, parce qu'on pourrait enfin poser les questions et que les gens à qui on poserait cette question ne seraient pas tentés de cacher leur consommation parce qu'ils savent que c'est illégal. Donc effectivement, on manque de ces critères-là. On a beaucoup de travail, je pense, à faire dans ce domaine-là. Enfin, je ne suis pas médecin, mais je pense qu'effectivement, on manque notamment d'informations sur les usages de drogues illégales dans le monde du travail, mais c'est aussi parce qu'elles sont illégales qu'on manque d'informations. D'autre part, cette question-là, même quand on a interdit l'alcool dans les années 20 aux États-Unis, on n'a pas interdit l'usage. L'interdiction de l'usage n'est venue que sur les drogues comme le cannabis et l'héroïne. On n'avait pas du tout eu l'idée dans les années 20 d'interdire l'usage. Ça paraissait totalement inopérant. Peut-être qu'il faut aussi se poser ces questions-là aujourd'hui. Pourquoi on n'avait pas interdit l'usage? Parce que ça paraissait pas du tout opérant d'interdire l'usage. Bonjour, Béa Valéjo, thérapeute en hypnothérapie médicale et membre de l'association Zoubia, Prévention contre la toxicomanie. Voilà, dans la région, nous constatons qu'il y a de plus en plus de mineurs qui fument du cannabis, qui prennent de l'héroïne et qui boivent énormément d'alcool, à partir de l'âge moyenne entre 13 et 15 ans, ce qui est vraiment très très jeune. Donc on parle de la légalisation, pour laquelle je dirais personnellement je suis pour. Mais que fait-on de tous ces jeunes qui, j'imagine, au niveau de la légalisation, j'imagine une vente à des gens majeurs. Qu'est-ce qu'on fait du trafic qui risque de s'accentuer auprès des mineurs ? C'est sûr que même si on légalise, on ne règle pas tous les problèmes. On voit bien, par exemple, aux Pays-Bas, la vente de cannabis est tolérée, mais il reste 50% de trafic qui reste illégal. Donc de toute façon, même si vous légalisez, si vous faites un marché régulier du cannabis, il ne sera pas accessible aux moins de 16 ou de 18 ans. Donc il restera toute une partie effectivement des mineurs qui auront accès aux produits toujours sur le marché illégal. Mais la légalisation ne va pas régler tous les problèmes. Elle peut en régler certains. Mais c'est sûr que si vous légalisez une partie du marché, l'argent qu'aujourd'hui vous investissez en pure perte, à mon avis, dans la répression, vous pouvez peut-être réutiliser cet argent en direction des plus jeunes, sur la prévention des plus jeunes. Et vous pouvez être peut-être plus efficace qu'on ne l'est actuellement. Mais c'est sûr que même si vous légalisez, il restera toujours un trafic illégal, parce qu'il y aura toujours, sur le marché illégal des produits qui seront vendus moins cher ou qui seront plus forts. Donc il y aura toujours la tentation d'un marché illégal. Et le marché illégal sera toujours là. Sauf que quand vous légalisez une partie du marché, le marché illégal se rétrécit, mais il ne disparaît pas.
J'ajoute quelque chose très, très rapidement. Les prohibitionnistes qui connaissent le dossier, et ils ne sont pas si nombreux que ça, ils ont 3 arguments puissants. Le premier, c'est qu'effectivement, la légalisation ne règle pas la question de la consommation des mineurs. Le second, c'est les histoires d'accidentalité ou de postes de travail à risque. Et le troisième, qui a été évoqué par Patrick Pharos, c'est cette toute petite minorité d'usagers qui rencontrent des problèmes psychiatriques en consommant du cannabis. Mais ces problèmes-là, il faut les affronter. C'est sûr que la légalisation, ce n'est pas une sorte de baguette magique. Là, je suis tout à fait d'accord avec Michel Henry. Mais c'est un problème qui, en tout cas, ne trouve pas sa solution. La consommation des mineurs, c'est un problème très réel et qui ne trouve pas très réel et relativement récent, hein, en tant que consommation de masse, mais qui ne trouve effectivement pas sa solution avec la légalisation. Aussi, je voudrais juste ajouter qu'aux Pays-Bas, ils se sont posé cette question-là, notamment parce que l'accès au coffee shop, dans un premier temps, était interdit aux moins de 18 ans. Ensuite, ils ont baissé l'âge parce qu'ils ont considéré qu'il valait mieux que les jeunes entre 16 et 18 ans viennent dans les coffee shops plutôt qu'ils achètent sur le marché illégal. Et finalement, ils ont remonté l'âge à 18 ans. Mais à un moment, ils se sont dit que ça serait mieux de baisser l'âge à 16 ans parce que c'était mieux que les jeunes viennent acheter dans les coffee shops plutôt qu'ils achètent sur le marché illégal. Alors, attends, faut que je... Parce qu'il y a eu des pressions politiques pour dire mais c'est pas normal de fournir des drogues à des jeunes de 16 ans. Donc c'était simplement pour des raisons politiques. Petre Istanbul, donc je suis l'ancienne ex-présidente de l'Association française pour la réduction des risques. La seule méthode qui ait fait ses preuves en matière de santé publique autour de la question de l'usage des drogues, c'est la réduction des risques. Hein. Donc ça, c'est des choses qui sont prouvées. On a vu diminuer un certain nombre de risques. Alors, Michel, tu as évoqué le risque principal qui est quand même la criminalisation et le fait qu'on les choses aberrantes qui se passent chez nous, mais aux États-Unis et ailleurs. Il y a d'autres types de risques qui pourraient être bien améliorés par la déprohibition. Hein. Un, c'est quand même le fait que vous parlez de consommation de cannabis, d'héroïne ou quoi. Je suis désolé, les produits de la rue, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Quand un parent, moi je suis médecin, quand un parent me dit docteur c'est dangereux le cannabis, je peux vous parler du cannabis, mais je ne sais pas ce que consomme votre fils. Je ne sais pas ce qu'il y a dans le truc qu'il achète dans les rues à Marseille et qui est coupé avec des huiles minérales, avec des tas de saloperies, dont parfois les effets sont eux-mêmes extrêmement dommageables. Un produit qui serait contrôlé, on aurait beaucoup plus de chances d'en connaître le contenu et donc d'en réduire les risques. On l'a vu dans d'autres occasions. Une autre chose aussi qui serait extrêmement importante, c'est les manières de consommer. La prohibition entraîne évidemment la clandestinisation des pratiques, donc des pratiques plus dommageables. Hein. Alors évidemment, on cite toujours les overdoses pour les injecteurs d'héroïne, etc. Mais même en ce qui concerne les consommations de cannabis, il y a des façons extrêmement probantes, même pour les gens qui n'ont pas décidé d'arrêter, de réduire les risques en consommant de façon plus modérée. Enfin, il y a un certain nombre de choses qu'on sait nous dire aux jeunes consommateurs et qui seraient beaucoup plus... si on pouvait parler de la consommation avec les jeunes, pas simplement leur dire qu'il ne faut pas le faire, ce qui... Et là, je suis psychiatre, ne sert à rien, non seulement ne sert à rien, mais probablement renforce aussi le désir de transgression, on aurait là aussi des effets beaucoup plus importants en termes de prévention, qui est le mieux qu'on puisse faire, puisqu'on ne va pas interdire, on ne va pas supprimer la drogue. L'interdire, la supprimer, en tout cas pas. Oui, quand on a pensé à organiser ce débat, on avait dans l'idée d'inviter des latino-américains, en particulier Mario Vargas Llosa, qui, outre qu'il est prix Nobel de littérature, est un ancien candidat donc, à l'élection présidentielle au Pérou et qui est donc signataire avec les présidents Cardoso, Cedilla et Gaviria, avec Solana aussi, de cet appel donc à la dépénalisation. On voulait les inviter, donc Mario Vargas Llosa et aussi Sergio Ramírez, qui est un ancien vice-président de Nicaragua et qui maintenant est un romancier, un homme de lettres tout à fait remarquable, qui aussi écrit sur ce sujet. Pourquoi on voulait les inviter? Parce que, vous l'avez évoqué rapidement, la guerre à la drogue au Mexique, pour ne parler que du Mexique, c'est 40 000 morts en 4 ans et demi.
Et cette guerre à la drogue est liée au problème frontalier du Mexique avec les États-Unis. Et cette guerre à la drogue concerne le marché du cannabis à 80%. 80%, c'est une guerre donc des cartels pour maîtriser ce marché à destination des États-Unis. À destination des États-Unis. 40 000 morts. Mais c'est terrible, 40 000 morts, mais ce sont des démocraties qui sont en danger. La démocratie mexicaine est très gravement en danger. J'ai appris que, je crois que c'est le candidat du PRI, du Parti révolutionnaire, je sais pas quoi, enfin, institutionnel du Mexique, envisageait de s'allier avec le principal cartel pour qu'il élimine les autres. Voilà où le Mexique en est rendu. Ne parlons pas de la Colombie. Certains d'entre nous, des gens qui sont présents ici, connaissent bien le problème de la Colombie, du Pérou, du Venezuela et d'ailleurs. Donc cette situation qui concerne principalement les États-Unis, enfin l'Amérique du Nord, mais maintenant aussi beaucoup l'Europe. Donc c'est pour ça que ces latino-américains nous disent attention, cet énorme effort de guerre qui est fait sur l'offre de produits et au détriment peut-être d'un effort suffisant sur la demande de produits amène un danger terrible sur nos démocraties. Et je crois que c'est ce que... donc, ces deux personnages nous ont donné leur accord pour venir. Là, les problèmes d'agenda, c'est qu'ils ne pouvaient pas venir ici, mais aujourd'hui. Mais j'espère qu'on pourra organiser avec eux dans quelques mois un débat pour prolonger ce débat sur la guerre à la drogue. Et Stéphane Gatignon, qui aussi nous a téléphoné, qui était très occupé par des questions relatives à ce problème et qui n'a pas pu venir. Mais lui, et donc cet ancien policier, Serge, je crois, Supersac, eux sont le titre, c'est pour en finir de leur bouquin, c'est pour en finir avec les dealers. Voient dans leur banlieue l'extrême danger que le deal, le trafic de drogue, lié donc à la prohibition, fait peser sur la vie démocratique de ces espaces urbains ou périurbains. Oui, puisque la thèse de Stéphane Gatignon, c'est dire que demain, ce seront les dealers qui choisiront les maires, qui est un peu une thèse provoque, mais lui, il se rend bien compte que l'argent qui est amassé, et qui était hier dépensé un peu bêtement dans des voitures de luxe, etc. Aujourd'hui, l'argent qui est généré par les trafics de stupéfiants est souvent réinvesti en fait maintenant dans des opérations immobilières que donc certaines personnes qui sont enrichies dans les trafics ont une certaine surface économique qui fait qu'elles peuvent peser au moins dans la vie économique. Ce qui était d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on a finalement aux États-Unis abandonné la prohibition de l'alcool. Parce que le crime organisé rentrait dans l'économie légale et que l'économie légale a eu peur de se faire contrôler par le crime organisé. Et c'est pour ça qu'on a fini par arrêter la prohibition de l'alcool. Je voudrais ajouter quelque chose à ce débat, à cette question qui concerne en particulier la corruption et le fait qu'un certain nombre de pays sont minés par la violence et par la corruption. Alors, je suis un peu surpris, Jean-Pierre, par le chiffre de 80%, disons, de la violence est lié au trafic de cannabis. Je pensais que c'était plutôt lié à la cocaïne et au cartel de la cocaïne. Enfin, en tout cas, il y a certainement une part liée au cannabis. Le cannabis est un énorme marché, c'est le plus gros marché d'un point de vue monétaire. Mais enfin, il y a aussi des enjeux autour de la cocaïne. Or, la cocaïne n'a aucun accès sur le marché légal. Depuis 1903, la firme Coca-Cola utilise des feuilles de coca décocaïnisées. Il n'y a pas d'accès légal à la cocaïne sur le marché international. Il y a actuellement une situation très compliquée qui est celle qui prévaut en Bolivie, hein, puisque l'actuel président de la Bolivie, Evo Morales, est un ancien cocalero et un ancien
syndicaliste qui se bat pour la reconnaissance de la feuille de coca et qui fait la distinction entre la feuille de coca et la cocaïne, comme on ferait la distinction entre le cidre et le whisky. Alors on pourrait évidemment imaginer qu'il y ait un marché légal qui s'ouvre pour des produits comme des équivalents de ce qu'on appelait le vin Mariani au XIXe siècle, c'est-à-dire des substances, enfin des apéritifs ou des cordiaux dans lesquels il y a de petites quantités de cocaïne. Parce qu'une des questions, c'est que la cocaïne n'a aucun accès au marché légal, et ça explique une bonne partie de la violence liée au trafic. Cette violence va forcément toucher l'Europe. Elle est actuellement extrêmement impressionnante au Mexique, en Colombie, dans les pays andins, mais l'Europe sera forcément concernée par cette violence dans les années qui viennent. Un mot qu'on pourra aller un peu dans le même sens, c'est que effectivement on a assisté à une purification des produits, à une intensification de leurs effets d'une façon assez générale. Bon, effectivement, on a interdit le vin Mariani qui comportait peu de coca. Bon, la feuille de coca n'est pas commercialisée au plan international, mais on peut voir ça aussi sur d'autres exemples. Par exemple, la méthamphétamine aux États-Unis, qui était présente dans beaucoup de préparations pharmaceutiques, a complètement disparu. Enfin, en 30 ans, a disparu de ces préparations. En revanche, sur le marché clandestin, elle existe à l'état pur. Bon, on peut parler aussi des taux de THC dans le cannabis, etc. Donc, le fait est que cette intensification, ce caractère, disons, plus intense, plus actif des produits a accompagné la prohibition. Alors effectivement, si la prohibition, si on change de logique, on ne sait pas ce qui se passera. Mais on peut pas, enfin, en état actuel des choses, je pense qu'on ne peut pas le prévoir. Mais le fait est que dans le passé, les produits les plus durs ont été associés à la prohibition. On peut espérer faire machine arrière. On peut espérer faire machine arrière. Même qu'on a fait machine arrière sur, faire machine arrière sur la prohibition, qui n'a pas toujours été la politique des pays développés, par exemple. Il faut aussi ajouter que par exemple, si on lit le rapport Vaillant qui prône donc la création d'une filière française du cannabis, donc une production au moins contrôlée par l'État, c'est une manière de savoir qu'est-ce qui est mis dans les produits, quels sont les produits, quelle est leur façon d'être, quelles sont les façons dont ils sont cultivés, les engrais qui sont utilisés, quelle est la puissance des produits, quel est son effet. Parce que si vous allez interroger les propriétaires de coffee shop aux Pays-Bas, ils vous disent nous, on ne sait pas ce qu'on vend. Ils vendent des produits, ce qu'ils trouvent sur le marché illégal, puisque la production n'est pas légale. Donc ils prennent ce qu'ils trouvent et ils le mettent en vente. Mais les gens qui vont dans les coffee shops aux Pays-Bas ne savent pas ce qu'ils achètent et ils ne savent pas quelle est la concentration en THC ou en cannabinol. Ils ne savent pas si des engrais chimiques ont été utilisés, etc. Si vous allez sur un marché régulé avec une filière de production contrôlée par l'État, vous avez des produits qui sont nettement moins nocifs qui peuvent être mis en place. Oui, bonsoir. Patrick Favrel, SOS Hépatite et artisan du collectif du 19 mai, donc des salles de consommation à moindre risque. Premier point, la légalisation du cannabis, c'est vraiment prendre le problème par un bout et laisser de côté tout ce qui est la dépénalisation des drogues. Et il me semble qu'en restreignant ce débat de cette façon, on fait fi du reste. Après, il y a d'autres points sur lesquels j'aimerais rebondir. On parlait de la teneur du cannabis en Hollande, où aujourd'hui on va essayer de diminuer en fait cette teneur. Il s'avère qu'on est exactement dans la même problématique que les alcools et les bières, par exemple, au niveau de la jeunesse, où on est maintenant sur des bières, quasiment toutes les marques ont sorti des bières à 8, 9
9 degrés, voire plus 6 affinités. Et au niveau de la Hollande, on a été confronté exactement au même type de problématique au niveau du cannabis. Donc on est vraiment sur un truc qui est comment on peut faire high très vite. Quand je dis high, ça veut dire prendre son pied très vite. Alors l'autre point qui me semble un peu gênant aussi, c'est que il est peu question du plaisir dans tout ça, quoi. Hein, on est bon. Je pense qu'il faudrait quand même parler du plaisir. Ensuite, effectivement, comme dit M. Faro, je veux dire, derrière le plaisir, il y a aussi la dépendance. On ne peut pas omettre un point qui est que de plus en plus, si on prend tous les jeunes, et certaines personnes en ont parlé ici, on est dans le cas d'une polytoxicomanie. Il y a des raisons simples à ça. Hein. Si vous prenez le prix d'un cannabis, voire d'un shit même merdique, il coûte relativement cher si vous n'êtes pas branché. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que en face en fait d'un shit ou d'un cannabis qui est pas bon et qui est plutôt cher, eh bien on va forcément mixer avec de l'alcool. Alors derrière cette question-là, bien évidemment, se pose un nuage terrible, je crois qu'il y a une ou deux personnes qui en ont parlé, c'est le tabac. Et derrière le tabac, il y a aussi l'alcool. Alors, qu'est-ce que ça voudrait dire que de légaliser le cannabis d'un côté et puis laisser de l'autre côté les gens qui consomment de l'alcool, les gens qui fument des clopes? Ça pose vraiment problème, ce truc-là. Sauf si on le prend vraiment, je dirais, sur ce qu'on pourrait appeler un care absolu, quoi. C'est quoi le care absolu? C'est considérer qu'aujourd'hui, la société est malade. La société est malade et que face à ce mal-être, hein, en tant que tel, tout un chacun va vers un certain nombre de substances qui peuvent être l'alcool, qui peuvent être le cannabis, qui peuvent être la cocaïne. On n'a pas parlé des antidépresseurs, mais ça serait quand même intéressant de les poser. Voilà, donc il y a toute une série comme ça de panoplies pharmaceutiques qui restent aussi posées. Et il me semble que, bon, si on essaye de déboucher sur un débat qui s'élargit un peu là-dessus, il faut vraiment prendre l'ensemble, hein, de ce type de problème, ce qui pose une dernière question que Michel Henry effectivement abordait, qui est que toute la thune en fait, hein, qui est mise par l'ensemble des États sur la guerre à la drogue est bien évidemment reconductible dans un certain nombre de messages de RDR, mais aussi un certain nombre de messages de politique de santé publique. Merci. Oui, moi, je voudrais réagir à ça, parce que je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette idée. Bon, la société est malade, donc on prend de la drogue pour faire face à cette maladie de la société. Alors, non pas que je pense que la société aille bien, je serais plutôt de votre avis, qu'elle est malade. Mais je ne pense pas qu'il faut lier la question de la consommation de la drogue à la maladie de la société. Je vois plutôt le problème autrement. C'est-à-dire qu'à partir de l'offre, si vous voulez, on est dans une logique, en fait, bon, d'abord d'ouverture des frontières. Hein, tous les produits que les cultures locales ont mis des siècles ou des dizaines de siècles à mettre au point arrivent partout, n'importe comment, sous toutes les formes. On est effectivement aussi dans une logique de surconsommation, de recherche de marché, d'intensification. Je veux dire, tout le système de la société marchande et l'idée de rajouter une quantité de désir avec chaque produit qu'on met sur le marché. Donc ça, c'est pas une question de maladie de la société, parce que ça, personne ne le veut en tant que tel. C'est comme ça que le monde a tourné depuis un siècle, 2 siècles, 3 siècles. On est dans cette logique-là et les produits arrivent. Et la question, c'est de savoir comment on va faire pour qu'ils n'arrivent pas jusqu'à soit nous tuer, soit nous rendre vraiment mal. Hein. Ils arrivent avec toutes leurs propriétés, hédoniques en particulier. Ils sont bons. Hein. Bon, c'est bon de consommer des voitures, c'est bon de consommer des tas de choses. Et c'est bon de consommer du cannabis et même du tabac. Donc c'est ça le problème. Bon, ce qu'on a fait par rapport à ça, c'est de mettre un interdit en disant, bon, ceux qu'on jugeait les plus dangereux, et c'était incohérent parce que ce n'était pas en réalité les plus dangereux, on les a interdits. Et ça n'a pas marché. D'autres qui étaient tout aussi dangereux, même beaucoup plus dangereux, l'alcool et le tabac,
n'ont pas été interdits. Donc on est resté dans cette incohérence-là. D'où l'idée, d'où l'idée qu'il faut effectivement tester. C'est pour ça que quelqu'un parlait de la réduction des risques. Je pense que c'est effectivement ça qui est intéressant. C'est qu'on avance pas à pas dans cette logique-là. C'est de voir si on peut pas faire les choses dans l'autre sens. On a parlé, par exemple, des jeunes qui consomment du cannabis et de l'héroïne. Actuellement, si on regarde les chiffres, on consomme 40 fois moins d'héroïne que de cannabis. Est-ce que c'est parce que le produit n'est pas dans les circuits, n'arrive pas? Probablement, la question des circuits a beaucoup d'influence. Mais je pense que sur l'héroïne, il y a un vrai tabou. Il y a un vrai tabou qui protège. Voilà. Qui protège quand même. Il y a un vrai tabou qui protège pas mal de gens. C'est-à-dire que il y en a qui le font, qui disent bon, moi j'ai fait du saut à l'élastique, j'ai fait des tas de choses, et ça je peux le faire, et le produit sera pas plus fort que moi. Bon, en général, ils se trompent, mais la plupart des gens le font pas parce qu'ils savent que c'est un danger mortel. J'insiste là-dessus parce que c'est une logique fonctionnelle. Les gens veulent se protéger, les gens veulent s'éclater, les gens veulent se protéger. Et ça, c'est des questions de choix individuels. Hein. Simplement, il faut qu'ils sachent ce qu'ils vont faire. Hein. S'ils se laissent aller à prendre de l'opium, éventuellement à faire un shoot, il faut qu'ils sachent. Hein. Et il y a suffisamment de témoignages. D'où l'intérêt aussi d'avoir entre ça, qui est effectivement le tabou absolu. Le crack a aussi joué ce rôle à la fin du XXe siècle. Et puis tout le reste, il faut des solutions intermédiaires, il faut des informations pour que les gens choisissent. Moi, je crois que sur la dépénalisation, c'est pas exclusif, les deux débats. Je pense que la dépénalisation est possible et nécessaire sur toutes les drogues. C'est pas exclusif du débat sur la légalisation. C'est plus facile de dépénaliser, il y a de nombreux pays qui l'ont fait, et c'est sans doute souhaitable de le faire en France. Le débat sur la légalisation est beaucoup plus complexe, et je pense qu'il faut raisonner produit par produit. On ne peut pas tout faire d'un seul coup en bloc. Si déjà en France on arrivait à une certaine forme de dépénalisation, ça serait déjà un premier pas. Il y a deux débats différents là, mais qui ne sont pas exclusifs l'un de l'autre. Je pense que c'est possible de dépénaliser, c'est plus facile de dépénaliser dans un premier temps. Après, légaliser, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà, je vais aussi ajouter mon grain de sel. Donc, c'était pour répondre sur le thème même du débat d'aujourd'hui. Il est bien entendu lié au fait qu'un certain nombre, même s'ils sont peu nombreux, quelques responsables politiques français ont travaillé cette question et ont proposé la légalisation du cannabis, qui constitue une vraie nouveauté. Ça, c'est ce qui justifie la question. Je voudrais faire une deuxième remarque, c'est que je suis assez d'accord avec Patrick Favrel pour penser qu'il y a des modes de consommation actuellement qui sont vraiment inquiétants. Le binge drinking chez des mômes de 12 ou 13 ans, quand même, c'est pas formidable. Il y a des comas alcooliques, il y a parfois des décès. Il y a des formes de consommation qui probablement sont le reflet d'une société sinon malade, en tout cas particulièrement violente. Violente y compris dans sa recherche du plaisir. Oui, je voudrais dire une dernière chose, c'est qu'on parle de la légalisation et c'est très bien. Est-ce qu'il ne serait pas aussi primordial de mettre un accent sur les progrès dans la prévention? Parce que légaliser, c'est bien, mais alors je vais en revenir personnellement aux jeunes. Ils vont voir, ok, légalisation du cannabis et autres, mais au niveau de la prévention, ce qui se fait actuellement, ça ne changera absolument rien. C'est-à-dire que sur la méconnaissance du produit ou sur la méconnaissance des effets secondaires qu'on peut leur donner en théorie, ils ne s'en rendent absolument pas compte de ces choses-là. Je pense que parallèlement à ces discussions et ces débats sur la légalisation, je pense qu'il serait vraiment important d'avoir des débats sur le comment prévenir mieux que ce qu'on fait maintenant. Je crois que c'est évident. De toute façon, une légalisation ne pourra aller que de pair avec une vraie politique de prévention où on
à laquelle déjà on consacrerait beaucoup plus d'argent. Par exemple, en Suède et aux Pays-Bas, on consacre 5 à 6 fois plus d'argent à la prévention qu'en France. Je pense que déjà ça, c'est important. Et après, de réorganiser les campagnes de prévention pour être vraiment crédibles auprès justement des jeunes, c'est très important. Mais ce n'est pas parce qu'on légalise qu'on va empêcher la prévention, au contraire, je pense. Mais effectivement, c'est la question, ça doit marcher sur deux pattes. Si on a d'un côté la légalisation, de l'autre, on doit effectivement renforcer la prévention. Mais c'est justement une chose qui n'a pas lieu actuellement, puisque à cause de la prohibition, on ne va pas. La prévention, c'est l'enfant pauvre de toutes les politiques dans ce domaine. Donc en fait, on voit bien que, comme tu le dis, les deux sont fortement liés. Oui, mais c'est vrai que moi, je pense que c'est plus facile de prévenir un produit légal qu'un produit illégal. Bien sûr. Sauf que les gens qui disent qu'il faut continuer avec la prohibition rétorquent qu'il y a déjà suffisamment de problèmes avec l'alcool et le tabac qu'on ne va pas en rajouter un en légalisant le cannabis, qui est aussi un argument qui se défend, à mon avis. Mais on ne sait pas d'ailleurs ce qui se passerait si on légalisait. Mais c'est sûr que la prévention, effectivement, c'est le parent pauvre aujourd'hui. Et c'est sûr que la prohibition, au niveau des usages, c'est un élément très mauvais en termes de santé publique. Puisqu'on sait très bien que, notamment pour tous les usagers par voie intraveineuse, ils vont cacher leur usage de peur des flics. Donc c'est sûr que la dépénalisation, ça serait déjà un énorme progrès en matière de réduction des risques. Et rien que pour ça, je pense que c'est ce seul argument qui devrait déjà emporter la question de la dépénalisation. Je voudrais ajouter quelque chose, c'est que je pense que les partisans de la légalisation doivent assumer le fait que lorsqu'une substance est légale, ceux qui ont des consommations problématiques sont dans une situation qui est difficile. Il suffit de penser à l'alcool ou au tabac, mais de penser à l'alcool par exemple. Un alcoolodépendant qui veut arrêter l'alcool, c'est quelqu'un qui va vivre le supplice de Tantale. Il y a de l'alcool partout, les circonstances dans lesquelles on peut boire socialement sont innombrables, et donc il est dans une situation très difficile. Donc voilà, un des fardeaux de la légalisation, moi personnellement je suis un vieil anti-prohibitionniste, donc j'essaye d'assumer la part de problème que la légalisation peut apporter, et un des problèmes qu'elle apporte, c'est que pour les consommateurs à problème, les consommateurs problématiques, ça n'est pas si simple d'arrêter une substance légale. On le voit aussi par exemple avec les médicaments psychotropes. Oui. Bonjour, Alain Ribaud, je viens de l'hôpital Nord à Marseille. Je me pose une question et puis je voudrais faire une remarque sur l'intervention du précédent sur la société malade. La question c'est, est-ce que la dépénalisation sans la légalisation ne va pas ouvrir des boulevards aux trafiquants? Deuxième question, et on parle de société malade, oui, c'est bien sûr que si on voit le taux d'échec scolaire, de sortie du système scolaire avant le moindre diplôme, on est dans une société qui ne permet pas aux gens ou aux personnes de construire leur identité et de construire une estime de soi. Et qu'on est donc dans une société qui produit des failles identitaires. La notion de... Alors, effectivement, nous, en tant que médecins, on peut difficilement agir sur le fonctionnement politique, social ou économique de la société en tant que médecin. En tant que citoyen, oui. D'autre part, la notion de plaisir, oui, bien sûr, mais quand le plaisir est utilisé simplement comme un objet de consommation et non comme rentrant dans un projet de vie, je crois que voilà le problème fondamental. C'est pas tant le plaisir, c'est le contexte et le projet dans lequel il s'inscrit. Oui, je voudrais réagir là-dessus parce que bon, c'est toujours cette histoire de société malade qui produit de la faille identitaire, etc. Bon, moi, par ma fréquentation de la littérature en addictologie, j'ai acquis la conviction en lisant la littérature que les gens qui devenaient réellement dépendants à l'alcool ou à autre chose, c'est des gens qui avaient une faille d'une certaine façon. Mais actuellement, je crois que cette faille, on considère qu'elle est génétique, bon, elle est liée à l'environnement. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là qui fait que les gens sont vulnérables. Est-ce qu'il faut parler pour autant de faille identitaire ?
quelquefois, je me demande si un certain vocabulaire psychologique pour parler des... Alors, on ne parle plus des toxicos, hein, parce que le mot a été banni, ou des usagers de drogue, ce n'est pas une façon de continuer à les stigmatiser. Bon, moi, les gens que j'ai vus, c'est des gens qui avaient des gros problèmes. Hein. C'est parce que c'était des usagers d'héroïne et de crack, donc vraiment des gros problèmes dans leur vie. Mais ils avaient un retour sur eux-mêmes, ils étaient capables de parler d'eux-mêmes, ils avaient même beaucoup plus de réflexivité, parce que ça faisait des années qu'ils essayaient de sortir de ça, et c'est pas facile, c'est vraiment pas facile. Donc ils étaient dans cette logique-là. Alors dire ils ont une faille identitaire, voilà, ça c'est... Moi je sais pas. Ils ont un problème avec l'estime de soi. Effectivement, quand on est à certains moments de consommation, qu'on doit faire certaines choses, on a des problèmes avec l'estime de soi. Et heureusement qu'on en a, parce qu'il y a d'autres gens qui, dans d'autres situations, n'ont pas de problème avec leur estime de soi. On se demande bien comment ils peuvent faire. Oui. Bon, mais là encore, il y a aussi, moi j'ai rencontré des gens qui avaient tout réussi, hein, qui n'étaient pas des enfants battus, des enfants violés, des problèmes différents, etc. Et qui justement parce qu'ils étaient assez forts, ils se sentaient assez forts, ont essayé de... On fait l'expérience de l'héroïne, hein, ils s'en sont mordus les doigts après. Voilà. Donc moi, vraiment, je n'adhère pas à ce genre de, de catégorisation à la limite, je préfère qu'on dise, ils ont un problème génétique, ils ont une vulnérabilité génétique, voilà, et on ne sait pas, moi je ne sais pas quel genre de cancer, voilà. Justement, c'est qu'on n'a pas de bonne théorie sur la façon dont l'un et l'autre marchent. Hein. Quand on regarde les recensions, on s'aperçoit que, moi j'en ai regardé pas mal, on arrive à la conclusion que sur toutes les études sur les origines génétiques de l'addiction, tout produit confondu, d'ailleurs, après il faudrait faire, c'est pas ma spécialité, je ne suis pas capable de faire ce travail-là, mais il faudrait vraiment faire des études méthodologiques très, très serrées, on arrive à la conclusion que un peu plus de 50% des addictions sont liées à des causes génétiques, le reste étant lié à l'environnement. Bravo! Bravo, bravo. Bon, mais qu'est-ce qu'on sait de ça? Alors après, chacun y va de sa conception spontanée de la société. Et en fait, qui est finalement l'idéologie spontanée de la société, elle est assez semblable partout. Hein. Quand vous allez, par exemple, moi j'ai passé un peu de temps dans des communautés thérapeutiques aux États-Unis, des gens qui sont là enfermés, ils sont là en alternance à la prison. La première chose que vous dit le directeur, c'est « Ah oui, les gens qui sont là, ils ont tous eu des problèmes, ils ont été battus dans leur enfance, etc. » Bon, ce qui est certainement vrai pour une grande partie des gens qui sont là. Mais si vous voulez, c'est une façon de voir le profil de la dépendance qui, à mon avis, ne correspond pas à ce qu'est... qui certainement ne correspond pas à ce qu'est une expérience individuelle, subjective, de ce que c'est que d'avoir essayé un produit et puis, paf, d'avoir été pris. Voilà. Et donc il faut être très prudent là-dessus, éviter les socialisations générales qui... Voilà. Oui, j'ai le micro, je vais donc intervenir. Pour revenir sur le terrain plus médical, vous savez tous combien les médecins ont du mal à parler alcool et tabac simplement de ça avec leurs patients, ont du mal un petit peu à parler de nourriture, mais c'est quand même plus facile. Et je crois qu'ils ont probablement encore plus de mal, enfin la chose n'a peut-être pas été beaucoup étudiée pour l'instant, mais encore plus de mal à parler avec les jeunes de leur consommation de cannabis. Et le problème, il est là, c'est que dans quelle mesure nous arrivons, nous médecins, à aborder cette question et à avoir des éléments suffisamment étayés pour dire, là, il y a vraiment un problème, là, il n'y en a pas, ou comment tu peux faire, enfin, quel problème ça représente pour toi, patient, cette consommation. Et ça, c'est vraiment la grosse difficulté que nous avons, nous médecins. Peut-être que le fait de l'illégalité rend la chose encore plus difficile, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà où nous en sommes. Dans ce qui motive ce débat, il y a aussi un élément très important de stratégie de santé publique. Lors du dernier colloque THS, le professeur O'Brien
nous rappeler les travaux relativement récents et scandaleusement méconnus du caractère relatif de la dangerosité des drogues. Donc il y a des facteurs de vulnérabilité. L'un de ceux-ci est l'âge. Rappelez que pour le cannabis et pour l'alcool, le risque de devenir un usager à problème ou dépendant pour un adulte concerne 10% à peu près des expérimentateurs du produit. Mais à 12 ans, si mes souvenirs sont bons, ce risque de devenir dépendant, cannabis ou alcool, je parle sous son contrôle, là, est de 60%. Donc, le problème terrible de santé publique lié à l'usage en particulier du cannabis concerne exclusivement, on peut dire quasi exclusivement, les moins de 16 ans. C'est pour eux que le problème est très difficile. Et on observe dans notre pays que la pénalisation freine probablement la consommation des adultes, mais au contraire, en générant probablement des marchés parallèles, etc., amène une extension, une banalisation que toutes les enquêtes montrent, de façon générale, mais en tout cas ici au Pays Basque, toutes celles qu'on a menées, et je ne pense pas qu'elles diffèrent avec d'autres régions, montrent que très tôt, 12, 13, 14 ans, l'expérimentation du cannabis devient relativement banale, et donc là, la dangerosité est importante. Et donc, il est certain que l'arsenal juridique actuel ne protège pas les adolescents et les jeunes gens comme il devrait les protéger, et c'est pour ça qu'il est important de réfléchir à d'autres organisations que celle-ci qui, clairement, sur ceux qui devraient être protégés, je m'excuse de le répéter 3 fois, mais ne marchent pas parce que c'est eux qui sont en danger, pas les adultes. Bonsoir. Voilà, je voudrais poser une question. En fait, c'est sur le fait que de laisser le cannabis prohibé, est-ce que le fait de le légaliser, justement, ne ramènerait pas un volume d'argent qui pourrait permettre à aider les gens qui seraient dans cette problématique de l'addiction du cannabis et prévenir et avoir justement cet argent-là qui irait pas à on va dire la mafia et qui pourrait permettre justement à tous les organismes de récupérer tout cet argent-là tant qu'on ne sait pas que ça a un effet positif ou négatif. Est-ce que justement ça ne servirait pas pour... C'est sûr que si vous légalisez ou si vous dépénalisez au moins, l'argent qui est dépensé dans la répression peut aller ailleurs. Et si vous légalisez ou vous taxez forcément la vente de cannabis, vous allez récolter des sommes qui vont vous permettre de faire de la recherche et de faire de la prévention et effectivement d'utiliser plus intelligemment l'argent qui est aujourd'hui dépensé assez bêtement dans la répression, ça c'est clair. Vous savez qu'il y a eu un référendum sur la légalisation du cannabis récréatif en Californie à l'automne dernier. Finalement, ce référendum a abouti au résultat suivant, 53% contre la légalisation, 47% pour. L'argument économique a été très fortement mis en avant par les antiprohibitionnistes, avec ce que ça peut avoir parfois de délicat, hein, de tout miser ou de miser beaucoup sur les aspects financiers. Ça peut avoir un côté cynique. Mais à l'évidence, la manière dont on utiliserait cet argent pourrait être infiniment plus intelligente que ce qui est fait aujourd'hui, il n'y a pas de doute. Avant qu'on termine, je voulais vous rappeler les titres des 2 ouvrages. Donc Michel Henry, c'est « Drogue, pourquoi la légalisation est inévitable ». Le livre de Patrick Farreau, Philosophie pratique de la drogue. Je voulais aussi évoquer 2 autres livres. Il y a en ce moment une grosse... Enfin, c'est probablement un signe des temps, mais il y a une production vraiment intéressante sur les questions de drogue. C'est un livre qui s'appelle « Les tribulations d'un gramme de coke », qui a été écrit par Christine Renaudat et Vincent Taille-Fumier. Et puis, je pensais aussi au livre d'Alain Morel et Jean-Pierre Coutron, qui s'appelle, je crois, « Faut-il maintenir l'interdit ?» Voilà, donc il y a beaucoup de bonne littérature à lire en français sur cette question. Merci beaucoup.